D'ailleurs, elles ne sont plus approuvées. Je pense par exemple à l'Institut Métapsychique International qui travaille là-dessus depuis un siècle. Il fête ses 100 ans cette année, qui a son siège à Montréal et une antenne à Paris. Bon, vous imaginez bien que s'il y a un siècle que des gens s'embêtent à travailler là-dessus, c'est qu'il y a quand même quelque chose à chercher. Le sixième sens, finalement, c'est avant tout notre capacité à dépasser le regard réducteur qu'on porte sur nous-mêmes, le regard séparateur qu'on porte sur le monde. C'est avant tout une qualité relationnelle qui est commune à tout ce qui est vivant, finalement. Alors, le fait qu'une société n'arrive pas à épanouir le sixième sens témoigne de son isolement, de son repli sur elle-même, de sa désolidarisation, de ses relations maladives, et de son inaptitude à préserver le vivant, et donc évidemment à le comprendre. Alors évidemment, moi ça me pose question, je me demande alors pourquoi nous ne développons pas ces facultés naturelles, pourquoi on ne se l'autorise pas, qu'est-ce qui bloque, pourquoi on n'arrive pas à investir une énergie suffisante pour ça, alors que finalement ça nous permettrait d'avoir un rapport au monde beaucoup plus sain et un véritable pouvoir créateur en plus. Alors évidemment, moi je me pose des questions et j'aime bien essayer d'y répondre. Donc je me dis, bon, peut-être que c'est parce que les gens ne savent pas que croire, ou que ne pas croire, ou alors ils ne voient pas l'intérêt. Donc finalement, c'est par méconnaissance. Ou alors je me dis, bon, c'est peut-être à cause des habitudes comportementales, de pensée, qui nous pompent toute notre énergie, en nous obligeant à soutenir des systèmes qui sont intenables. Donc là, c'est plutôt par conditionnement. Alors, je crois que dans ce cas, le « ou » n'est pas valable, et je pense que c'est plutôt « et » qui marche, par méconnaissance et par conditionnement. Alors, le but de ces conférences, de ce cycle de 3 conférences, c'était effectivement de présenter des sessions d'expérience que j'ai menées avec des volontaires pendant un an, que je remercie au passage. Mais, du coup, je parlerai effectivement de ça, je vous montrerai les résultats qu'on a eus, qu'est-ce que ça implique, et je vous proposerai vous aussi de faire une expérience. Mais je ne peux pas faire l'impasse de vous raconter comment on en arrive déjà à mener ce genre d'expérience, et parce qu'il est vraiment essentiel d'éclairer ces questions que je viens de poser, en prenant un petit peu de recul sur l'état de notre civilisation elle-même, parce que c'est vraiment cette question-là que ça pose, le sixième sens. Voilà, donc ça sera un peu l'étape 1 de ce cycle. Alors, mon travail de recherche, parce que effectivement je fais de la recherche sur la mémoire et la conscience, et plus largement les principes du vivant. Alors évidemment, ça concerne de nombreuses disciplines, et du coup, ça m'a amené à mettre en rapport des littératures anciennes, des sagesses anciennes, et des littératures contemporaines, des théories scientifiques contemporaines. Et puis finalement, je me suis rendu compte que de plusieurs faits, dont le public finalement n'avait pas pu profiter pleinement, et qui pourtant, à l'échelle de notre conscience collective, auraient pu permettre de revoir totalement notre rapport au monde. Alors, par exemple, effectivement, c'est la fin de l'expert. Ça veut dire qu'en fait, en ce qui concerne notre nature et celle du monde, plus personne n'est capable d'en dire plus. On est un peu dans des impasses. Ce qui signifie en fait que tout le monde est légitime dans son expérience de la réalité. Donc, ce qui est vachement positif en fait. Sauf que quand les gens ne sont pas informés, effectivement, ça va générer, comme vous voyez derrière sans doute, un scepticisme généralisé. C'est-à-dire que ça paralyse, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire. Bon, du coup, on ne croit rien. Et ça, quand ça paralyse, ça ne nous permet pas de pouvoir épanouir autre chose. Second constat que je fais, c'est qu'effectivement le public n'a pas pu profiter en conscience de découvertes fondamentales en sciences. Et donc du coup on continue à avoir un regard réducteur sur notre nature et le monde, et ça nous incline à des comportements dangereux. En l'occurrence, ça affecte notre faculté de conscience. Et du coup, on se sent impuissant, on est dans une passivité, on n'arrive pas à anticiper ce qu'on fait,
et puis et toute créativité est instrumentalisée. Et enfin, un dernier constat que je fais, effectivement, c'est un gros problème de vocabulaire. Hein, on remarque en fait qu'énormément de gens parlent de la même chose, mais avec un vocabulaire différent. Et ça pose un vrai problème. J'entends des scientifiques qui finalement abordent des choses totalement identiques à ce que disent des spiritualités, et inversement, mais du coup ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas s'entendre. On a besoin de réunir, d'avoir un vocabulaire qui est réunifié. Une autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un couple qui est très solidaire, c'est mémoire et conscience. Vraiment, ils sont très solidaires, c'est un vase communicant. C'est-à-dire que quand la faculté de conscience se dégrade, la mémoire aussi. Et inversement d'ailleurs. C'est-à-dire quand on voit par exemple des gens qui réalisent que leur mode de vie n'est pas écologique par exemple, tout d'un coup il y a un regain des traditions ancestrales, d'un savoir-faire ancien, etc. C'est un vase communicant comme ça. Donc le problème de vocabulaire, il vient aussi de là, il vient du fait qu'on a rompu des liens avec l'origine de notre langue, avec l'histoire de notre langue, et du coup, voilà, on est là tous à parler de choses et d'autres en utilisant un vocabulaire différent, et ce n'est pas possible de faire comme ça. On ne peut pas y arriver. En plus, ça divise les forces, et ça ne fait que discréditer en plus. Donc voilà. Pour revenir justement à mémoire et conscience, ce que je voulais aussi dire, c'est que dans la cosmologie antique, de la mythologie grecque par exemple, c'est une observation qui est déjà présente. Par exemple, Mnémosyne qui a donné mémoire, c'est la mère des muses. Les muses rentrent en contact avec le poète. Le poète avait un rôle politique dans la cité. Son rôle, c'était d'éveiller les consciences. On voit bien que mémoire et conscience sont intimement liés. Et que quand on travaille sur l'un, quand on aide l'un à s'élever, l'autre retrouve de la force. Et inversement. Alors, une fois que tout ça s'est posé, évidemment, on se pose la question des solutions. Alors, évidemment, elles ne sont pas exhaustives. Moi, c'est comme ça que je l'ai approché. Je me suis dit, bon, il faut pallier à la désinformation. À un moment donné, il faut que les gens puissent être au courant de ces choses-là qui leur autorisent plus. Parce que ça réinvestit aussi sa responsabilité, son investissement dans son existence en tant que créateur de son existence. On n'est pas condamné à cette passivité. La seconde chose, c'est faire expérimenter. Parce qu'évidemment, on ne fera pas l'économie de l'expérience intime. C'est vraiment important que les choses soient vécues en interne. C'est ça qui transforme aussi les gens. Et enfin, selon moi, la chose qui est indispensable à faire, qui concerne peut-être plus effectivement le domaine de la recherche, c'est de mettre en relation les disciplines. Voilà, pour qu'on puisse aussi avoir une cause unifiée et qu'on puisse dépasser les impasses dans lesquelles elles sont. Parce que moi je vous dis, aujourd'hui, toutes les disciplines sont dans des impasses. Et en même temps, on ne va pas retourner à juste l'idée de croire à si, bon, on va croire à ça, alors non, c'est pas satisfaisant non plus. Donc pallier à la désinformation, c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire ce soir, ça ne va pas être facile, mais c'est rendre les enjeux visibles, et les conditionnements délétères, c'est-à-dire ceux qui sont nuisibles, visibles, et de pouvoir du coup permettre un véritable pouvoir décisionnel au peuple, en palliant à cette désinformation. Pallier à la désinformation, ça passe par deux choses. D'abord, il faut savoir d'où l'on vient, savoir où l'on en est, et puis vers quoi l'on tend, effectivement, à l'instant T. Seconde chose, il faut ensuite rendre effectivement les découvertes fondamentales accessibles à tous et à leur état naturel. Alors, dans mon travail de recherche, comme je vous ai dit, c'est d'étudier les implications des découvertes scientifiques du XXIe siècle quant à notre nature et à celle du monde dans lequel on évolue. Les connaissances de ces découvertes sont arrivées jusqu'à nous tous uniquement sous une forme technologique. C'est-à-dire qu'elles ont été accaparées, volées. On nous les a volées, d'une certaine manière. Elles ont été accaparées par les industriels dans une logique utilitariste et non pas pour élargir la connaissance que nous avons de nous-mêmes et du monde. Alors, ça crée effectivement des paradoxes. Par exemple,
moi, ce qui me fascine, c'est la question de l'Internet. Je me dis, mais comment on ne peut pas prendre conscience de la réalité invisible et utiliser au quotidien des outils, des machines qui exploitent l'énergie du vide, qui exploitent l'énergie de cette réalité invisible. C'est quand même surprenant. Cette interconnexion virtuelle que nous vivons chaque jour, elle est permise par l'interconnexion fondamentale qu'on a découverte dans l'univers. La découverte concrète de faire partie d'un tout qui englobe chacune de nos existences et que les sagesses anciennes d'ailleurs exprimaient déjà il y a fort longtemps en disant tout est relié ou en pratiquant la reliance qui est une considération, un égard avec tous les règnes du vivant. Donc ce vivre ensemble, nous n'y avons eu droit, nous, que par le biais de machines perfectionnées, smartphones, ordinateurs, qui au fond nous isolent encore plus en tant qu'hommes hors du monde et qui nous confortent dans nos travers narcissiques, individualistes, etc. Et finalement, nous regardons encore moins directement les êtres vivants qui nous entourent. Le problème, c'est que parmi ces découvertes fondamentales dont je vais vous parler, certaines ont mis en évidence un fait très important, à savoir, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et vous allez comprendre que ce n'est pas une vue de l'esprit, que c'est au contraire très concret. Vous allez comprendre que la réalité dépend de la conscience que l'on en a. Alors si on veut construire une réalité plus équitable, plus respectueuse vis-à-vis du vivant, il va être urgent d'être de plus en plus conscient du vivant que nous sommes et du monde vivant dans lequel on évolue. D'autant plus que ces découvertes fondamentales, elles nous autorisent à développer notre technologie humaine, notre pouvoir relationnel. La vie, c'est de la relation, c'est de la création. D'ailleurs, à l'origine, créer, ça signifie tirer du néant. Et vous savez bien que pour remorquer quelque chose, il va bien nous falloir une corde, un lien, un câble ou un cordon, les mères comprendront, etc. La théorie de la relativité déjà le disait, avant même d'avoir découvert la réalité invisible avec la physique quantique, la théorie de la relativité exprimait déjà cela. Elle a été composée entre 1907 et 1915 et elle exprimait déjà cela, qui est les choses en soi n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est les relations entre les choses, c'est les vitesses entre les choses, c'est les rapports. Les choses isolées, finalement, n'existent pas. Les choses existent parce qu'elles sont en relation. Donc, si on se prive de toute relation, dans quelle mesure nous existons? Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui est très très courte, voilà, qu'on aurait pu intituler « Apprendre, c'est se souvenir », comme disaient les anciens. Alors, vous retrouverez, vous remarquerez que dans ce vieil adage, il y a de nouveau cette correspondance conscience-mémoire. Apprendre, c'est engager la faculté de conscience, c'est-à-dire qu'une information va intégrer un champ d'information déjà présent et ça va l'enrichir. Et évidemment, ce souvenir, vous l'avez compris, ça engage la faculté de mémoire. Donc je vous laisse la regarder et j'en parle après. Laissons la nature faire ce qu'elle veut. Il y a un Écossais qui a eu une idée incroyable et s'est rendu compte que les bourgeons de tous les arbres pulsent avec une certaine cyclicité. Il a mesuré la variation de forme du bourgeon à travers tout l'hiver, entre la formation et l'éclosion. Il s'est rendu compte qu'il y a sans arrêt comme une fermeture et une ouverture, une tentative d'ouverture, puis au printemps, cette ouverture réussit. Et c'est l'éclosion de la nouvelle tige. Ces tentatives d'ouverture au cours de tout l'hiver. Il a découvert que c'est un rythme lunaire. Et pour chaque arbre, chaque essence, c'est un rythme lunaire particulier. C'est pas la Lune et le Soleil toujours. C'est la Lune et une certaine planète en opposition ou alignée avec la Terre. Et la découverte fabuleuse, c'est que pour le chêne, ces bourgeons pulsent en fonction de l'alignement de la Lune avec la planète Mars. Et c'est magnifique parce que toute la mythologie du chêne est toujours liée au dieu de la guerre, Jupiter ou Mars, le dieu de la guerre. Et maintenant, les scientifiques découvrent que le chêne pulse en fonction de la planète Mars qui tourne autour du Soleil par la même vitesse que la Terre et de la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc on retrouve ici une magnifique confirmation du savoir intuitif des alchimistes.
j'ai trouvé très sympathique. On observe comment la science, avec sa méthode matérialiste, redécouvre un savoir ancien. La vision poétique du monde, alors, percevait finalement que tout était en relation. Et les sages faisaient l'expérience directe de la réalité grâce à leur sixième sens, grâce à la technologie humaine, la qualité relationnelle de leur regard. Ils n'avaient pas de caméra pour les déresponsabiliser de l'observation. Ils ont pu découvrir ce que nous redécouvrons grâce à l'attention qu'ils portaient au monde vivant. Ce que le paradigme moderne de nos sociétés occidentales ne nous autorise plus. Et en plus, ils refusent d'évoluer. Alors que finalement, au regard des nouvelles découvertes, ce paradigme n'est plus légitime. Alors, si on s'est autant désolidarisé du monde, c'était peut-être nécessaire. Il faut parfois oublier certaines choses pour en saisir d'autres. Mais aujourd'hui, pour sortir d'une crise de sens, il nous faut recréer ce lien oublié qui permettait à ces hommes un accès direct à la connaissance, en opérant nous-mêmes un changement de paradigme. Alors, le problème, c'est pas le progrès technologique finalement, mais c'est le monopole. C'est-à-dire quand on ne fait pas évoluer conjointement la réalité physique et la réalité psychique. Et là, en l'occurrence, il y a une disharmonie qui est dangereuse. Il y est, c'est bon. Donc un paradigme, vous le voyez, c'est un ensemble des valeurs implicites compris par la conscience collective et qui nous permet de vivre ensemble. En fait, c'est le pendant du code de la route quant à notre rapport au monde. Il y a une loi comme ça, on doit se comporter de cette manière-là. Bon, c'est un consensus qui représente notre vision du monde, notre rapport au monde collectivement, et ça force aussi nos comportements. Nous devons questionner la légitimité des conditionnements qu'il impose. C'est vraiment nécessaire. Alors, c'est vrai que je peux vous donner des exemples, vous en trouverez sans doute plein vous aussi, mais puisque effectivement la question écologique est toujours plus d'actualité, on peut se questionner effectivement la légitimité de notre rapport au vivant. L'autre fois, j'étais chez moi, tranquillement sur ma terrasse, je m'occupais d'une plante, et puis je lui parlais. Et puis à un moment donné, je me suis projetée dans le village, en train de traverser le village et de parler finalement à toutes les plantes que je croisais, et puis à des arbres et tout ça. Et je me suis dit, bon là, si quelqu'un m'observait, on me proposerait sans doute de m'emmener à Castellucci. Et pourtant, est-ce vraiment légitime ? Est-ce vraiment légitime ? Parce que finalement, on ignore totalement dans quelle mesure les plantes ont conscience de notre présence. Et d'ailleurs, nombre d'expériences ont montré qu'elles ont une sensibilité incroyable. Je peux vous raconter une petite anecdote. Je pense à celui qui a inventé le détecteur de mensonges, le galvanomètre. Il avait branché sa machine au départ sur une plante qu'il avait chez lui. Et en fait, il s'est aperçu, parce que du coup, ça faisait des tracés, il s'est aperçu que la plante anticipait les actions qu'il allait faire sur lui. C'est-à-dire qu'elle réagissait juste avant qu'il fasse quelque chose. Bon, ça l'a forcément énormément intrigué. Donc, du coup, il a continué l'expérience. Et puis, il a fait ça avec des plants de tomates. Alors, l'expérience, c'était comme ça. C'était, voilà, il y avait 2 plants de tomates identiques. Il y en avait un qui était branché et l'autre pas. Voilà. Et il y avait tout un scénario. Le scénario, c'était, bon, voilà, tu vas rentrer dans la salle, tu te diriges vers la plante, celle qui n'est pas branchée, tu arraches la tomate, tu arraches de la violence, tu la déchiques. Voilà, bon, ok. Donc, c'est ce qui se passe. Il rentre, il arrive, tac. Et là, on voit le tracé de l'autre pied de tomate qui s'emballe extrêmement. Et du coup, il expliquait que si ça avait été branché sur un homme, ça aurait correspondu à une perte de connaissance, littéralement. Donc, on voit bien ici un exemple d'empathie, c'est-à-dire qu'en plus, la plante a une empathie par rapport à ses congénères. Et il se trouve que le lendemain, ce monsieur qui avait participé à cette expérience rentre dans la pièce pour X raison, et la plante se remet à provoquer ce tracé sur la machine. Stupéfaction, parce que du coup, elle se rappelle. Donc c'est vrai que nous connaissons finalement très peu des plantes, mais on peut imaginer que si effectivement elle a une forme de mémoire, elle a forcément aussi une forme de conscience. Voilà. Alors, nous aussi,
on conditionne à notre tour nos propres enfants, nos jeunes enfants, qui cueilleraient indifféremment une pâquerette dans un pot de fleurs chez la voisine ou dans le champ au milieu d'un pré. Sauf que nous, plutôt que de leur enseigner à respecter simplement la nature, eh bien on s'évertue à faire une différence. Hein. Non, tu n'as pas le droit d'arracher la fleur parce qu'elle est à la voisine. Par contre, c'est qu'elle est dans le champ, si tu veux, tu peux la détruire. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait, il faut protéger que ce qui appartient à quelqu'un. C'est pas vraiment... Est-ce que c'est vraiment légitime, hein? C'est quoi le message? Tant que ça n'appartient à aucun homme, on peut le détruire. Alors c'est sûr qu'on comprend bien que la faune sauvage et la flore sauvage subissent des extinctions massives, hein, de cette manière-là. Juste pour information, les plantes représentent 83% des êtres vivants sur cette planète. Hein. L'homme représente 0,01% des êtres vivants sur cette planète. Alors effectivement, si on ne doit protéger et préserver que ce qui appartient à 0,01% des êtres qui peuplent sur cette planète, effectivement, il ne restera pas grand-chose. Alors le point positif, et là c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est que du coup ça nous laisse quand même encore une petite marge. Voilà, donc concernant la nature, effectivement, notre rapport au monde est plutôt dramatique. Hein. On pourrait donner aussi d'ailleurs l'exemple de la mer. Hein. La mer n'appartient à personne, donc la mer est une poubelle. Je pense que ça viendrait à personne, à l'idée de personne, d'aller jeter son mégot dans un bassin privé qu'on appelle autrement piscine. Hein. Par contre, la mer, a priori, on peut jeter des mégots, on peut jeter tout un tas de choses puisque ça n'appartient à personne. Donc là, voilà, typiquement, le paradigme moderne, hein, de cette séparation avec la nature, la propriété et l'utilitarisme décident de la valeur de tout. Voilà. Mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Justement, c'est pas normal. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Et je pense que vous trouverez beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc nous vivons malgré nos efforts dans une société qui obéit au paradigme moderne. Donc cette société, elle est comment? Elle est verticale et autoritaire, c'est-à-dire qu'on ne remplace que le sommet. Elle est patriarcale, hein, les femmes sont exclues, certes les mentalités changent. Alors je peux en témoigner puisque je suis pompier volontaire et je vois bien que les hommes apprécient effectivement la présence d'une femme dans une ambulance, etc. Et c'est vrai que les valeurs féminines ont plus de facilité à considérer l'intégralité de l'être, hein, c'est-à-dire la considération de la nature physique, psychique, énergétique et émotionnelle des victimes. Et ça, je pense effectivement que ça contribue à la stabilisation de leur état, voire peut-être même, on peut même l'envisager, que ça active les capacités d'auto-guérison, peut-être même des victimes, si on considère l'intégralité d'un être. Cette société, donc, elle est intolérante, elle prône des vérités exclusives, hein, ça c'est totalement en vigueur dans la communauté scientifique, c'est-à-dire que si vous n'adhérez pas à la pensée dominante, vous êtes exclu. Hein. Il y a une exclusion totalement des pensées alternatives, hein, ça c'est clair et net. Je peux en témoigner pour y être dedans. Et je pense d'ailleurs par exemple à une femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'une certaine manière, Jeanne Ayache, qui est docteur en physique, en sciences physiques et microscopiste, justement, qui témoignait de cela. C'est-à-dire qu'elle a observé la réalité énergétique du vivant à des échelles infimes, hein, et elle a vu son lien avec les corps macroscopiques. Et elle voulait continuer d'épanouir ses recherches dans cette corrélation, justement. Mais comme cette corrélation n'adhère pas à la pensée dominante, eh bien, elle a vécu un empêchement total d'épanouir ses recherches tant qu'elle était en poste. Hein. Et une fois qu'elle a quitté le CNRS, elle est aujourd'hui retraitée et elle est thérapeute énergétique, et je pense qu'elle est très heureuse. Donc cette société, elle cloisonne les disciplines, elle entraîne des hiérarchies qui sont illégitimes, des inégalités toujours plus importantes, et en plus des impasses, hein, dans l'avancée des connaissances. Et enfin, peut-être celle qui nous concerne là le plus ce soir, le seul enchantement proposé au public, effectivement, est l'émerveillement à l'égard des progrès de la science et de la technologie. C'est-à-dire que dans le domaine public, la modernité ne laisse plus aucune place au sacré.
Alors, on ne se rend pas suffisamment compte que ce code collectif, qui est devenu obsolète en plus, nous opère au quotidien, qu'on est sous son joug, et que ça conditionne nos comportements par la force de l'habitude. Alors, on verra que la mémoire, à quoi correspond la force de l'habitude, est nécessaire au fonctionnement du monde, mais que celui-ci ne peut pas évoluer, et ne peut évoluer qu'au moyen de la conscience. D'où l'importance de faire un travail sur soi, puisque la réalité qui nous entoure, finalement, elle est le reflet de nos systèmes de croyances, de notre niveau énergétique et de la nature, de l'énergie émise. Alors ce code collectif autoritaire, qui s'est débarrassé du poète, qui s'est débarrassé du chaman, finalement il devient paralysant quand il refuse d'évoluer, il devient dogmatique, ça devient un ensemble de vérités établies. Et ça amène même les individus à ne pas admettre des faits. Ça devient un déni organisé. C'est-à-dire que les faits n'atteignent même plus l'espace de la conscience collective, et même parfois, même plus l'espace de la conscience individuelle. Donc, ça ne peut pas opérer une transformation salutaire de notre façon de vivre. Et là, on surfe sur la force de l'habitude, et on donne raison à ceux qui préfèrent le confort d'un monde qui ne change pas, quitte à en souffrir derrière. Alors ça, quand même, ça génère une souffrance entre la conscience individuelle et la conscience collective. Une crise de sens, parce qu'il y a un manque d'adéquation, en fait. C'est-à-dire que de plus en plus de gens réalisent qu'on détruit notre planète, par exemple, que notre façon de vivre comme des produits finis, et puis comme si tout était éternel, n'est plus viable, mais malgré tout, on nous force à continuer à vivre comme ça. Donc, nous devons faire évoluer la conscience collective, que l'on soit chercheur professionnel ou chercheur amateur. Parce que ce paradigme construit par la modernité, il nous oblige à vivre d'une façon qui n'est plus tenable. Et en plus, qui est seulement tenue par quelques puissants qui, eux, ne font volontairement que du court terme, pour pouvoir garder le pouvoir qui, en fait, leur est à eux seuls profitable. Avant de vous parler des découvertes scientifiques qui nous autorisent beaucoup plus et beaucoup mieux de nous-mêmes, et de l'élan spirituel finalement qui fleurit dans l'agonie de cette ère moderne, il faut essayer de voir un peu plus largement d'où on vient et où nous en sommes. Alors, nous sommes passés d'une époque, c'est pas la peine de remonter très longtemps en arrière, nous sommes passés d'une époque obscurantiste, pré-moderne, c'est-à-dire où les croyances religieuses étaient la vérité, c'était le dogme religieux. C'est exactement pareil que pour la pensée dominante en science aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous n'adhérez pas à ce moment-là à la croyance dogmatique, à la religion dogmatique, vous étiez au mieux banni, au mieux exécuté, brûlé ou je ne sais quoi. Donc on est passé de ça à un désenchantement du monde avec le développement de la science matérialiste, donc la modernité. La modernité, elle a remplacé Dieu par la vérité rationnelle, la déesse raison. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui n'est pas rationnel n'a pas de valeur. Du moins dans le domaine public. Mais, bonne nouvelle, la boucle a fini par se boucler, et comme un comble. Parce que cette même science, qui a fait au XXe siècle des découvertes qui la remettent en question, en tant que capable de dévoiler la totalité du monde. Et je vous donnerai donc tout à l'heure les plus solides. Donc ces découvertes n'ont pas été diffusées dans ce qu'elles impliquent, de notre nature et de celle du monde dans lequel nous vivons. Ce qui pourtant aurait pu nous permettre, pourrait même encore nous permettre de nous libérer du paradigme moderne, de ce code comportemental collectif, qui nous entraîne en plus fatalement vers le transhumanisme. Car nous ne pourrions pas raisonnablement accepter d'être remplacés, parce que c'est ça, le transhumanisme, si nous avions conscience de notre regard absolument réductionniste sur nous-mêmes et sur le monde. C'est-à-dire que le filtre de la propriété, le filtre de l'individualisme, de la supériorité de l'homme sur la nature, du culte matérialiste, cesserait d'être la référence, ça ne pourrait plus, tout simplement. Alors, progressivement, nous marchons, nous allons un peu plus chaque jour vers ce qui a été nommé le transhumanisme, le remplacement de l'homme, derrière lesquels les puissants du numérique, les puissants du complexe militaro-industriel, les lobbies se rangent et s'activent en exerçant en plus des pressions sur la recherche. Là, je pense à la génétique, mais je pense aussi... j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, à l'UMR de recherche à Corté, un informaticien, justement, qui me faisait part de son inquiétude. Il me disait, les informaticiens, là, ils sont quand même sous pression.
Et il me disait, oui, on me propose des contrats, mais ça me pose vraiment des questions éthiques, des questions morales, et du coup il refuse, donc il refuse des contrats. Et le problème c'est que bon, il va refuser un contrat, 2 contrats, 3 contrats, puis il sera simplement exclu. Et d'ailleurs, il me le disait très clairement, si demain Google propose un contrat à l'UMR, tout le monde saute de joie. Bon, c'est quand même vachement problématique. Alors le but des transhumanistes, c'est quoi? C'est de faire de nous des surhommes, des surhommes grâce à la technologie. Ils veulent robotiser le vivant pour notre confort. Ils veulent tuer la mort. Tuer la mort. C'est quoi le vivant si on tue la mort? Bon, alors c'est un choix, c'est un choix de civilisation qu'on peut faire, bien sûr, mais bon, le mieux c'est quand même de le faire en toute conscience. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent que les machines soient l'égale des hommes. En fait, ils veulent transférer la conscience humaine dans les machines. Alors ce sera pour nous une progression par le bas, parce que la conscience, évidemment, c'est le propre du vivant, et une machine ne peut pas l'être. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons apprendre à perdre progressivement, insidieusement, un usage suffisant de notre conscience, et finalement nous serons l'égal des machines, en effet, des automates qui ne pourront plus exercer un véritable libre arbitre, et nous ne pourrons plus évoluer, évidemment. En fait, c'est une extinction programmée. Alors, je veux vous raconter quelque chose qui n'était pas prévu, mais je l'ai vu il y a 3 jours, et ça m'a quand même, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. Donc il y a 2 jours, à la fin du journal télévisé, il y avait une espèce de micro-information qui s'intitulait « La question qui fait débat ». En l'occurrence, la question qui faisait débat, c'était doit-on, oui ou non, continuer à enseigner l'écriture cursive à l'école? Alors pourquoi cette question? Parce qu'il y a des États, effectivement, en Amérique, aux États-Unis, qui n'enseignent plus l'écriture cursive déjà depuis un petit moment. Et puis il se trouve que ça y est, la Finlande vient de décider aussi de ne plus enseigner l'écriture cursive. Donc elle va juste enseigner l'écriture bâton, et puis ensuite passer directement sur le clavier. Alors j'ai trouvé ça absolument symptomatique de cette perte insidieuse de notre humanité par la suppression des liens. Et nous avons vu en plus tout à l'heure que ce qui est vivant, c'est ce qui est en relation. Et l'écriture cursive, c'est ça, c'est une écriture attachée, c'est une gestuelle. C'est-à-dire qu'il y a une dimension affective dans l'écriture cursive. Les lettres se tiennent la main. C'est aussi grâce à ces liens qu'elle est la seule écriture à pouvoir exprimer nos états d'âme, notre personnalité, notre caractère, donc notre humanité. Donc finalement, ne plus enseigner cette écriture, c'est nous priver aussi de ce rapport à nous-mêmes, en tant qu'être vivant. Parce que les lettres bâton, elles sont juxtaposées, elles sont désolidarisées, elles sont sans lien, elles sont identiques sous chaque main. C'est une écriture qui sépare, qui s'adapte à la machine, au clavier, et qui rend automate. Alors, voilà. Pour moi, il n'y a pas de débat sur cette question. Alors, d'autre part, du coup, j'avais quand même réfléchi. Je me disais, bon, puisque l'argument en faveur de cette écriture sans vie, c'est que l'on écrit de plus en plus sur des claviers, je remarque quand même avec stupeur qu'on prend des décisions qui impactent le long terme et qui impliquent des populations entières par rapport à une technologie qui finalement serait éternelle. Sauf que ceci, c'est en totale contradiction avec ce que l'on observe au quotidien, à savoir que l'on épuise les ressources de cette planète. Celles-là même qui permettent de fabriquer ces machines, et qui pour le coup, elles ne sont pas éternelles. Donc il y a quand même un énorme paradoxe pour ne pas dire une aberration absolument inconséquente. Et si elle devait se généraliser, évidemment, elle aurait des conséquences énormes. Bon voilà, c'est un exemple, vous en trouverez d'autres, mais évidemment que nous devons préserver tout ce qui reflète notre humanité. Nous sommes des êtres, en fait, d'une technologie qui est extraordinaire, et c'est celle-ci qu'il nous faut reconnaître, c'est celle-ci qu'il nous faut cultiver, développer. C'est une technologie qui est en accord avec notre nature d'être vivant, parce que si nous n'intervenons pas, après s'être débarrassé de Dieu, la suite logique, c'est de l'incarner. Exactement comme nous avons dominé la nature, exploité et reproduit le vivant, faisant des molécules de synthèse à des fins utilitaristes et productivistes. Le transhumanisme, c'est le prolongement.
Nous allons apprendre progressivement à se passer de la nature, et puis comme une évolution logique, à la modifier, et puis à en créer une autre, artificielle, qui sera notre reflet. Alors vous allez me dire, mais alors comment se déconditionner dans une société, finalement, où des puissances organisent la poursuite de ce conditionnement? À mon sens, effectivement, à l'échelle de la recherche, la lutte, c'est vraiment l'alliance des disciplines. Puisque la science ne peut pas nous en dire plus, et que la spiritualité saurait sans pouvoir prouver, et la gratuité, c'est-à-dire la forme de diffusion, elle ne peut pas être satisfaisante même si le fond est juste. Il doit y avoir une harmonisation entre le fond et la forme, autrement ça n'atteint pas la conscience collective et ça ne peut pas offrir un réel changement. Donc cette alliance, c'est quoi? Elle permettrait de redonner à la science déjà son humanité et son éthique, c'est-à-dire retourner au service du peuple, et non pas au service du maintien de conditionnements qui sont nuisibles, et puis elle éviterait à la spiritualité le risque de devenir dogmatique, en adoptant, comme la science l'a fait, c'est-à-dire un discours d'expert qui ne sera pas plus satisfaisant que celui que la science a prôné dans l'ère moderne, qui prendrait même des airs de prémodernité, c'est-à-dire enchanter le monde en se passant de la science, en ayant un sens du sacré qui ne pourrait pas être discuté. Donc, la mission de la science, ça va être de reconnaître l'expérience intime comme tout aussi recevable qu'une observation issue de sa méthode matérialiste. Et ce, effectivement, sans renier l'époque moderne de rationalité qu'on vient de traverser. La mission de la spiritualité, elle, c'est d'être généreuse vis-à-vis de la science, en témoignant de ses expériences. Parce que même si la réalité fondamentale ne se laisse pas voir, la science peut en comprendre les principes, et peut aider à favoriser le développement de l'expérience directe, en donnant raison, par exemple, à l'aménagement dans la société de temps et d'espace qui seraient dédiés à notre nature immatérielle. Donc ce dialogue, il fera émerger plus de connaissances, déjà, et l'espace pourrait se créer aussi dans la société, dans l'existence de chacun, au sein même du quotidien, un espace qui serait dédié à cultiver l'expérience directe. Alors, par exemple, je vois qu'il y a des initiatives personnelles qui se font dans les écoles, de faire de la méditation aux enfants. Parce que les enseignants se sont aperçus du bienfait que ça apportait en termes de capacité d'apprentissage, de capacité d'attention, etc. Bon, si justement il y a une alliance, du coup on pourra officialiser ce genre de pratique et démocratiser ce genre de pratique à tous les domaines de la vie. Et ça ne sera pas juste grâce à l'initiative de quelques-uns. C'est ça le but aussi d'allier les disciplines. Alors, à l'échelle des individus, c'est quoi la lutte? C'est de pallier à cette désinformation organisée. Alors que je dis organisée, je ne suis pas loin de dire malveillante, en tout cas inconséquente, c'est sûr. Donc il faut effectivement se poser des questions, sur notre rapport au monde, sur notre rapport aux choses, notre rapport aux êtres vivants, aux objets qu'on utilise, tout ça. Est-ce que c'est légitime au fond ce que je fais? Il faut faire un travail sur soi, se poser la question, est-ce que ça m'appartient au final ça? Est-ce que c'est un comportement qui m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Il faut modifier son regard et l'attention que l'on porte sur le monde et faire soi-même l'expérience effectivement de notre nature immatérielle. Mais pour l'heure, on est paralysé dans le scepticisme et puis le transhumanisme, lui, il s'installe sérieusement. Alors, il faut donner une bonne raison aux hommes postmodernes d'avoir un tel rendez-vous avec soi-même, d'avoir envie de ça. Donc je vais commencer par le pire. Et je vais vous présenter le modèle mainstream, c'est-à-dire le dogme en science qui concerne vos existences. Comment la science aujourd'hui dogmatique considère vos existences. Alors, pour eux, votre vie est figée, figée de toute éternité. Le passé est figé, le futur est déterminé, vous n'avez strictement aucun libre arbitre. Vous qui pensiez peut-être faire des choix dans votre vie, sachez que la seule marge de manœuvre que vous avez eue, c'était de presser le bouton play le jour de votre naissance. Et tout le reste de votre vie, c'est le visionnage de votre existence. Ça, c'est le modèle mainstream, c'est le dogme aujourd'hui en science. Si vos enfants vont étudier la physique, c'est ça qu'on leur apprendra. Alors, comment on en arrive à cette aberration?
En fait, au départ, ils pensaient que le futur, finalement, se construisait dans le présent. Et puis, ils ont découvert que non. En fait, le futur préexiste au présent. Alors, le problème, c'est que pour pouvoir penser que le futur n'est pas déterminé, du coup, il faudrait accepter que le passé puisse changer aussi, ne serait-ce que de manière infime. Et ça, effectivement, le dogme ne veut absolument pas en entendre parler. Donc pour lui, le futur est forcément déterminé. Enfin, basta. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs années que de nombreux scientifiques se soulèvent aujourd'hui pour dire stop. Stop. Parce que là, aujourd'hui, en science, il y a une crise schizophrénique. Les gens, voilà, il y a un soulèvement de scientifiques, de chercheurs de haut rang qui se soulèvent et qui ça suffit. Stop. Stop au déterminisme indiscutable et stop au culte matérialiste qui est absolument illégitime et pourtant qui est toujours en vigueur. Alors, parce qu'un dogme refuse de céder, nous, on devrait avaler des couleuvres illégitimes. Ben non. Alors, comment on en arrive finalement à redécouvrir que tout est énergie? Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe tout ça? En fait, on découvre un jour qu'en deçà de la plus petite mesure physique observable, qu'on appelle la mesure de Planck, du nom de Max Planck, le physicien, il n'y a pas rien. Parce qu'en fait, il pensait qu'au-delà de ça, il n'y avait rien, tout simplement. Il n'y a pas rien, mais en fait, il y a un vide plein. Une réalité invisible. À partir du moment où il découvre ça. En plus de découvrir cette réalité immatérielle, alors là, on va voir par rapport au vocabulaire, je vais dire réalité invisible, réalité immatérielle, dimension vibratoire, dimension d'énergie, vous l'appelez comme vous voulez, de toute façon, c'est la même chose. En plus de découvrir cette réalité matérielle, les physiciens ils découvrent que notre réalité matérielle est issue de cette réalité invisible. Alors ça, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire qu'en plus de découvrir que la réalité physique n'est pas la totalité du monde, on découvre que cette réalité immatérielle est la matière première de la nôtre. Et que finalement, tout est une question de configuration énergétique. C'est-à-dire que notre réalité ordinaire, celle-ci, elle est très gourmande en énergie. C'est-à-dire que tout ce qui va se laisser voir, va se laisser saisir, est très chargé en énergie, très dense. Mais ce n'est pas parce que la réalité invisible, elle est basse en énergie, qu'elle est moins vraie. Il n'y a pas de jugement de valeur valable à ce niveau, en fait. Nous, on a un jugement de valeur. Ah oui, mais parce qu'elle est plus chargée, elle est plus vraie. Non, absolument pas. Ça n'a strictement aucun rapport. Ce sont en fait des étages, des échelles différentes, tout simplement. Et chaque étage, chaque échelle a une configuration énergétique différente. Donc, en fait, on ne peut pas résumer le monde à ce que nos organes physiques décèlent. Et donc là, en fait, il s'agit bien de la découverte que le monde, et comme nous-mêmes, est plus immatériel, plus énergétique que le monopole matériel dont nous avons l'impression. Donc, c'est une immense découverte. Et finalement, quand on découvre l'énergie du vide, cette vie dans le vide, on découvre en fait l'équivalent à l'échelle de l'univers de ce dont témoigne la spiritualité, à savoir le corps d'énergie qui entoure le corps physique. C'est comme si on avait découvert le corps d'énergie de l'univers, en fait. C'est un peu la même chose. Ce qui renforce d'ailleurs le témoignage de l'expérience directe. Alors quand je dis spiritualité, je parle de l'expérience directe de la réalité. L'art aussi fait une expérience directe. C'est juste le rendu qui diffère. Alors finalement, ce qu'il découvre, c'est ça, c'est que finalement la matière et la psyché, alors quand je dis psyché, c'est pareil, c'est la réalité invisible. Dans psyché, on va comprendre le mental, la conscience, l'énergie, l'émotionnel, etc. Donc matière et psyché apparaissent en fait de plus en plus comme de même nature. La matière, finalement, serait de la psyché densifiée, ou de la conscience cristallisée. Ça, c'est ce que l'on retrouve dans les conceptions des sagesses anciennes. Les sagesses anciennes décrivent notre réalité ordinaire comme de la conscience cristallisée.
effectivement, on découvre la même chose. Alors, je vais vous présenter les principales découvertes scientifiques, révolutionnaires donc, qui nous permettent d'observer cette réalité invisible. Donc là, j'ai quoi? Ah oui, l'énergie noire. Donc en astrophysique, c'est donc la découverte de l'énergie noire, hein, de la matière noire. Donc finalement, vous voyez sur le diagramme, c'est assez clair, hein, la matière ordinaire, c'est la réalité physique, représente 4,9% de l'univers. Bon, alors ces 4,9%, on les connaît très bien, hein, par contre. Hein. Mais par contre, le reste, non. Donc, malgré une densité qui est extrêmement faible, l'énergie noire, donc vous voyez, c'est une composante majeure, hein, de l'univers. Ça représente environ 68% de la densité d'énergie totale de l'univers. Sa nature reste inconnue et soumise donc à la spéculation scientifique. Alors, si l'énergie noire emplit tout l'univers uniformément et agit comme une force gravitationnelle répulsive, la matière noire, ou matière transparente, hein, ce serait plus juste de dire, ne remplit pas uniformément l'univers et par contre interagit normalement avec la gravitation, mais elle n'est absolument pas mieux comprise. Donc vous voyez qu'on ne connaît quand même pas grand-chose. Hein. Et pourtant, on a quand même l'illusion d'une totalité, hein, même de nous-mêmes, hein, parce que ce pourcentage, effectivement, comme c'est écrit, nous concerne nous aussi. Deuxième découverte qui porte un nom en apparence négatif, hein, la théorie du chaos. D'ailleurs, vous remarquerez que je pense qu'elle n'a pas été appelée comme ça par hasard, parce que c'est vraiment pour le dogme déterministe et matérialiste l'apocalypse, hein, cette théorie. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dès quelque chose qui ne va pas, c'est le chaos, c'est le chaos, c'est le chaos. Bon, en fait, non, c'est une théorie qui est... Alors quand on dit théorie, ça ne veut pas dire que c'est toujours spéculatif. Hein. La théorie de la relativité, elle est prouvée. Hein. C'est une théorie, ça porte ce nom au début, mais voilà, c'est quelque chose qui a été découvert, c'est quelque chose de bien concret. Donc la théorie du chaos, en fait, qu'est-ce que c'est? La théorie du chaos, c'est celle-ci qui montre que notre réalité ordinaire, hein, ne contient pas suffisamment d'informations pour être autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a besoin que des informations étrangères à notre espace quadridimensionnel, hein, vous savez, nous vivons dans 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. Il faut que des informations étrangères rentrent dans notre espace quadridimensionnel pour qu'elle puisse fonctionner. Elle n'est pas autonome. C'est ça qu'on appelle l'insuffisance ontologique de notre réalité ordinaire. Alors, on connaît plus ou moins la théorie du chaos sous une image, en fait, qui n'est pas vraiment juste, mais bon, c'est une image, c'est les images qui sont comme ça. C'est l'effet papillon. Hein. Un battement d'aile d'un papillon au Brésil causerait un tsunami au Japon. Non, c'est pas vraiment ça. Vous vous en doutez. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en fait, quand tout est déterminé, il suffit d'une seule information étrangère qui rentre pour venir tout bouleverser. C'est-à-dire que tout le déterminisme qui était en place peut être renversé par une seule information. Donc quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, alors que tout le déterminé, c'était sûr et certain, on parle de hasard. Mais ce hasard que la science a introduit à l'intérieur de notre espace quadridimensionnel va à l'encontre des observations qui sont faites, hein, à savoir d'un univers qui au contraire s'ordonne. Ce hasard-là, il ne peut créer que du désordre. Donc, admettre finalement que ce hasard est une information étrangère, hein, qui provient des dimensions extérieures à l'espace-temps classique, au vide quantique, à cette réalité invisible, comme vous voulez, ça reviendrait finalement à dégeler le bloc espace-temps. C'est-à-dire à le concevoir comme pouvant évoluer simultanément partout à la fois. C'est-à-dire dans le passé, le futur et en même temps que dans le présent. Et c'est ça qui forcerait la communauté scientifique à abandonner le déterminisme classique. C'est-à-dire que, en fait, ça serait admettre que le futur et le passé se construisent en même temps.
dans un vrai temps, en dehors de nos 4 dimensions, ils se construisent en même temps. Donc effectivement, le futur, dans ces cas-là, n'est pas totalement déterminé, et du coup, le passé peut aussi, lui, un petit peu changer. Bon. À ce moment-là, la théorie du chaos, elle nous sauve en fait du fatalisme de nos existences, parce qu'elle réhabilite la possibilité d'exercer effectivement un véritable libre arbitre dans nos existences, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Hein, en considérant un espace-temps dynamique, et non plus figé, comme il le voudrait, nous est accordée en fait la marge de manœuvre suffisante pour observer justement cette information, des traces de cette information qui va rentrer, et pour influencer aussi la nature de l'information qui va rentrer dans le présent pour finir de déterminer ce qui va se passer. Parce que sans elle, ça ne peut pas continuer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là maintenant, ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas un passage incessant de ces informations étrangères qui viennent finir de déterminer ce qui va se passer. Donc pour nous, c'est une théorie qui est absolument géniale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été bien évincée et qu'on a essayé de la caler sous un tapis à bon nombre de reprises, parce que justement elle exprime la créativité de ce dans quoi on vit, et elle nous accorde justement ce pouvoir créateur, ce libre arbitre sur nos existences. Bon, j'espère que je ne suis pas trop compliquée, ça va ? Alors là, je vais vous parler donc des 2 théorèmes d'incomplétude de Gödel. Alors, Gödel, c'est un mathématicien qui a justement très bien démontré la transcendance de la vérité par rapport à la notion de démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, la vérité et la démonstration sont 2 choses totalement différentes, qui n'ont pas forcément de lien. Ça veut dire que ce n'est pas la démonstration qui fait la vérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut accéder à une vérité sans pouvoir encore la démontrer. Donc ça nous autorise à engager l'intention de comprendre, ça nous autorise à avoir des intuitions. D'ailleurs, les artistes ne s'en sont pas privés. Je vous ai mis deux images, voilà, pour vous parler justement de ça. Alors, des artistes visionnaires. Les artistes visionnaires, c'est des personnes qui laissent des traces dans leurs œuvres de connaissances qui ne seront démontrées que des années plus tard. Alors, je vais vous poser une question. À votre avis, pourquoi la nuit est-elle si noire ? Alors, il y a de fortes chances pour que vous me disiez « Ah oui, c'est parce que le soleil disparaît derrière l'horizon. » Alors ça, effectivement, ça explique que le ciel soit moins brillant la nuit. Mais, étant donné la quantité d'étoiles qu'il y a dans l'univers, l'éclat du ciel devrait être en tout point égal à celui de la surface du soleil. Ça, c'est le paradoxe d'Olbers. C'est-à-dire que le fait que le soleil disparaisse dans l'horizon ne suffit pas à expliquer que la nuit est noire. Et ce paradoxe d'Olbers, c'est Edgar Allan Poe, un écrivain extraordinaire, qui le résout intuitivement en 1848, en comprenant finalement que les étoiles ont un âge fini, c'est-à-dire que la lumière des étoiles, elle ne nous parvient pas toutes, et que la lumière se propage à une vitesse finie. C'est-à-dire qu'une partie de la lumière des étoiles ne sera pas émise. Ça sera démontré indépendamment 42 ans plus tard, en 1901 précisément, par le physicien Lord William Kelvin. Ce qui nous permet, vous voyez, de relativiser l'importance de la preuve et de reconsidérer l'expérience directe comme tout aussi recevable, et comme tout aussi apte à accéder à des connaissances. Une autre anecdote que je peux vous donner, et là relative plutôt à la seconde image, vous reconnaîtrez l'ampoule, le Eureka des scientifiques. Eureka en grec, ça veut dire j'ai trouvé. Alors je vais vous raconter l'anecdote parce que je l'aime bien, d'Henri Poincaré. Donc, Henri Poincaré est un mathématicien, un célèbre mathématicien de la fin du 19e, début du 20e, qui
témoigne, hein, c'est un des rares scientifiques à avoir témoigné de comment il découvrait les choses. Hein. Et puis ça, en général, en plus, la science s'en fout. Hein. La science prend le résultat, comment on en est arrivé là, enfin l'anecdote de la découverte, ça, on s'en débarrasse en général. Mais bon, lui, c'est un des rares à avoir noté tout ça dans des carnets, donc on a quand même pu le retrouver. Et donc, Poincaré raconte qu'il était sur un problème mathématique, alors je ne saurais plus vous dire lequel, je ne suis pas mathématicienne, mais il bloquait, il ne trouvait pas la solution. Il cherche, il ne trouve pas. Et ça dure des mois, et des mois. Et puis il n'en peut plus, évidemment. Donc un jour, il dit, basta, c'est bon, j'arrête. Je vais faire un voyage organisé. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, il s'inscrit et tout. Et puis il se rend donc, le jour J à l'autobus pour faire son voyage. Et il raconte qu'à l'instant même où il met le pied sur le marchepied de l'autobus, il a la solution. Alors évidemment, il ne va pas renoncer à son voyage, hein, il va quand même y aller, un bonjour, il laissera de côté. Et en fait, ce qu'il exprime très bien, c'est que pour lui, c'est une évidence. La solution lui apparaît comme une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il n'a même pas besoin de la démontrer, parce que pour lui, il sait que c'est ça. Hein. Et donc, il explique que quand il va rentrer finalement de ce voyage, il va faire tout le travail de démonstration, parce qu'il sait que c'est la seule manière de rendre recevable sa découverte. Mais au final, lui, il n'en a pas besoin. Donc on voit une fois de plus qu'on peut avoir accès à une connaissance par des moyens qui ne sont pas démontrables. Mais ça ne tombe pas du ciel. C'est pas « Ah bon, moi je veux savoir ça. Bon ben j'attends, ça va tomber. » Non, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, il faut quand même avoir engagé une intention énergétique intense. Lui, ça a été des mois et des mois de conflit frontal pour arriver à avoir cette solution. Et qu'est-ce que c'est une intention énergétique intense? Ben, c'est une intention qui est informée, déjà premièrement, et libérée des conditionnements. Donc d'abord, il faut pallier à des informations, et ensuite il faut se déconditionner pour pouvoir émettre une intention qui a suffisamment d'énergie pour avoir une efficacité. Dans cette anecdote aussi, on peut aussi remarquer l'importance du chemin et non de la destination. Le résultat, ça c'est un conditionnement matérialiste. Le chemin est bien plus important que le résultat. Voilà, pour le théorème d'incomplétude, je pense que voilà, il nous offre quand même la possibilité de pouvoir rêver à beaucoup de choses. Alors, la mécanique quantique, ça je sais que vous adorez. Bon, on va démystifier ce terme barbare de mécanique quantique, tout simplement en expliquant ce que c'est. C'est l'ensemble des lois qui régissent la réalité invisible, tout simplement. On connaît la physique classique, qui est l'ensemble des lois qui régissent la réalité physique, la réalité matérielle, et bien là, c'est l'autre, tout simplement. Par exemple, la gravité est une loi de la physique classique. Si moi je lâche ça là, ça va tomber, voilà. Par contre, ça ne va pas se passer comme ça dans la réalité invisible. Il y a d'autres lois. Bon, la mécanique quantique regroupe ces lois. Alors, la théorie des cordes, elle est née de la volonté de comprendre finalement comment deux physiques aussi différentes, aussi contradictoires pouvaient coexister dans un même monde. Il faut quand même imaginer que c'est comme s'il y avait deux codes de la route dans le même village. À un moment donné, ça pose problème. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand deux choses apparaissent contradictoires sur un même plan, la seule manière de réconcilier leurs contradictions, c'est de changer de plan. Cette théorie, si elle n'est pas complètement aboutie, elle met quand même en évidence la nécessité, pour réconcilier justement gravité et physique quantique, de considérer des dimensions supplémentaires. Supplémentaires aux 4 dans lesquelles l'on pratique au quotidien. Donc, entre 10 et 26, selon les variantes de cette théorie. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de dimensions supplémentaires. En même temps, il y a beaucoup, vous avez vu sur le diagramme, de vide. Donc, nous vivons a priori dans un multivers. C'est-à-dire que le monde tel qu'on le connaît ne serait qu'une version de la réalité. Alors là, c'est quand même intéressant de savoir
que la sagesse de l'Inde ancienne, la physique védique, qui date de entre moins 2000 et moins 600 avant Jésus-Christ, considérait déjà que l'espace à l'intérieur de notre univers était multidimensionnel. Et elle disait même composé de 64 dimensions, elles-mêmes divisées en sous-dimensions. Bon, ça laisse songeur, hein. On n'en est pas à 64, mais bon, ça viendra peut-être. Donc ce vide quantique, il est apparu comme étant un réservoir de potentiel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce vide quantique, il y a tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existera, tout ce qui aurait pu exister et tout ce qui pourrait exister à nos yeux. Donc c'est véritablement la matière première de toute réalité possible. Là, on pourra aussi facilement rapprocher le vide quantique des concepts de vacuité du bouddhisme, ce vide plein, ou de la matrice, ou de l'akasha. L'akasha aussi, cette matrice d'information. D'ailleurs, la conscience cristallisée, ça vient de la conception de l'Inde ancienne qui considère justement que notre réalité est issue de l'akasha, est issue de cette matrice-là. Donc notre réalité physique et cette réalité invisible fondamentale sont en contact par le biais de la conscience. Vraisemblablement, la conscience n'est pas totalement immergée dans la réalité physique, elle fait le lien. Les champs de conscience collectifs ou individuels, alors un champ de conscience collectif, c'est un espace qui contient une certaine quantité d'informations. Donc les champs de conscience collectifs ou individuels et le réservoir des possibles, donc c'est ce vide-là, assemblent une version de la réalité qui va s'actualiser par nous, qui va s'actualiser pour nous par le biais de l'observation. C'est-à-dire que l'observation termine ce travail d'excitation énergétique. Parce que comme je vous l'ai dit, pour faire passer quelque chose du domaine de l'invisible au visible, il faut le charger en énergie, il faut l'exciter en énergie. Donc on a des champs de conscience, ce réservoir des possibles, et des champs de conscience. Moi j'ai mon champ de conscience individuel, on a peut-être généré un champ de conscience collectif de ce groupe-là. Quand il rentre en contact avec ce champ informationnel, ce réservoir des possibles, ça va créer quelque chose qui va finir d'être actualisé par l'observation. Donc en permanence, l'observation d'informations étrangères actualise la réalité. Il y a un passage d'informations qui rentre en interaction avec les informations qui sont déjà présentes dans le champ, et ça va générer du nouveau, parce que ça va rentrer en interaction, etc. Ça va pallier aux défaillances de notre réalité ordinaire, ça va l'ordonner en fait, et ça va travailler à sa grande cohérence, en finissant de la déterminer. D'ailleurs, quelque chose qui ne serait observé par aucun être vivant n'existerait pas vraiment pour nous. Il existerait virtuellement. Mais le virtuel, comme je vous l'ai dit, n'est pas moins vrai. C'est seulement de trop faible énergie pour se laisser voir de notre point de vue physique. Dès lors, on ne peut plus considérer notre point de vue physique comme une vérité absolue, mais plutôt, comme dirait Dante, une vérité sous un beau mensonge. Finalement, tout existe. Tout existe parce que tout est potentiellement actualisable. Alors, je ne sais pas si la vérité est ailleurs, mais en tout cas, elle est plurielle. La réalité que l'on partage n'est pas une vérité absolue, mais une version, une co-création collective. Et là, on peut aussi rapprocher le concept bouddhiste Maya, qui nous met en garde. Maya, c'est vraiment cette illusion de la réalité, cette version qui nous met en garde. L'illusion de la réalité n'est pas la totalité. Ça a été très bien mis en évidence par la découverte de la non-séparabilité par le physicien Ilya Prigogine, qui a été prix Nobel de physique en 1977 justement pour ça, qui a montré qu'il n'y a pas moyen de séparer l'observateur de l'expérience observée, qu'il n'existe en fait que des observations subjectives. Du coup, c'est la fin de l'objectivité en science. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, elle a renoncé à pouvoir nous en dire plus. La conscience de l'observateur influe sur le résultat de l'expérience.
Tout ça, ça met en évidence que nous sommes collectivement co-créateurs de la réalité dans laquelle nous vivons. Notre conscience collective, donc je vous l'ai dit, en rentrant en contact avec cette réalité fondamentale, assemble notre réalité. Et cette réalité fondamentale va la nourrir et accompagner son autonomie relative. Alors, les physiciens, ils sont forcés d'admettre que finalement l'univers est une construction mentale, que l'univers ressemble de plus en plus à une vaste machine, non, à une vaste pensée, pardon, plutôt qu'à une machine, à une énorme mémoire conscientielle. Moi, j'aime bien l'image du disque dur vivant. C'est-à-dire qu'on connaît les disques durs externes, alors on prend un disque dur, on met des informations dedans. Sauf qu'un disque dur, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient de l'information qui est morte. C'est-à-dire que l'information qui est à l'intérieur ne va pas interagir, ne va pas continuer à fabriquer quelque chose, ne va pas avoir d'autonomie, elle est morte cette information. Bon, et bien vraisemblablement, nous vivons dans un immense disque dur d'informations vivantes. C'est comme si à l'intérieur de votre petit disque dur, il y avait des informations qui continuaient, à rentrer en interaction avec ça, à fabriquer ci, à fabriquer ça. Voilà, c'est un peu l'image. J'aime bien toujours donner des images par rapport aux outils technologiques qu'on a, parce que ça me fait tellement rire de voir qu'ils ont copié sur ce qu'ils ont découvert de ce dans quoi on vivait. Donc la réalité, c'est le reflet de notre conscience. D'où la nécessité d'évoluer nous-mêmes pour faire évoluer la réalité ordinaire dans laquelle on vit. Plus notre champ de conscience sera vaste, plus nous serons capables de co-créer une réalité riche. Ce processus de co-création, il est systématiquement présent dans les mythes fondateurs de l'Antiquité et des sociétés tribales, encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors j'ai donné comme exemple derrière là, le Dream Time, donc le temps du rêve, qui est le mythe fondateur des aborigènes d'Australie. Alors je vous cite même la phrase exacte qui le décrit. Les êtres, donc en fait les mythes fondateurs expliquent comment, c'est leur histoire à eux de comment le monde est créé en fait, comment notre réalité est créée. Les êtres du temps du rêve vivaient en dehors du temps et de l'espace, dans une dimension spirituelle et psychique. De cet univers de conscience, ils ont conçu la réalité par le biais de leurs intentions. L'action de leurs intentions a modelé l'espace-temps malléable. Waouh, société tribale, peuple aborigène, ça laisse songeur. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler justement du pouvoir de l'intention. Et c'est vrai que ça pose cette question. L'intention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est une intention authentique, informée et libérée de conditionnement, aurait la capacité d'exciter une information, c'est-à-dire de l'énergiser, d'exciter une information, l'information que l'on veut. Et elle se comporterait alors comme un attracteur pour la ramener jusqu'à nous, c'est-à-dire pour nous la rendre observable. Donc c'est quand même vachement intéressant d'avoir des intentions authentiques. Un autre accès à d'autres versions de la réalité que nous avons tous et que nous négligeons, c'est le rêve, dont on sait d'ailleurs quasiment rien en science aujourd'hui. Alors, pour les cultures chamaniques, le rêve, c'est les portes de la perception. Chaque étage de la conscience ont pour eux aussi une configuration énergétique différente. C'est-à-dire qu'en fait, la teneur, la densité, la réalité du rêve dépend de la conscience qu'on en a. Si notre réalité ordinaire paraît plus réelle qu'un rêve, finalement, c'est parce que toute notre attention collective est dirigée vers elle et que toute notre conscience sert à soutenir cette image. Donc ça, par exemple, c'est un travail que vous pouvez tous faire pour redistribuer l'énergie de votre conscience de façon plus légitime. En prêtant une attention quotidienne à vos rêves, par exemple, en cherchant à être de plus en plus conscient à l'intérieur de vos rêves, et pour conscientiser votre corps d'énergie, votre corps de rêve. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que finalement, c'est l'attention et la conscience que l'on a de quelque chose qui fait la réalité de cette chose. Que si ça paraît aussi dur, parce qu'en fait, ça, si je zoome dedans avec un microscope, j'ai 99,99999% de vide. C'est du vide.
Donc, finalement, c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce qui fait que c'est si dur, que ça paraît si réel, c'est uniquement parce qu'on a toute notre attention focalisée dessus et toute notre conscience dessus. Donc si on redistribue un petit peu l'énergie, on peut peut-être aussi accorder autant de réalité à d'autres espaces. Alors une autre bizarrerie de la mécanique quantique, c'est l'intrication quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique? Deux particules, prenons la particule A et B, qui ont fait partie d'un même système complexe. Par exemple, une molécule. Elles étaient ensemble dans un même système complexe, une molécule. Un jour, la molécule se scinde, et ces particules se retrouvent séparées. Et elles sont séparées à des années-lumière, parce que vous savez que quand on se déplace dans l'espace, on se déplace aussi dans le temps. Elles sont séparées comme ça à des années-lumière. Mais malgré tout, elles restent à jamais liées, malgré l'espace et le temps qui les séparent. C'est-à-dire que toute information qui rentrera en contact avec la particule A, la particule B sera instantanément au courant. Comment c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment c'est possible. Parce qu'on nous a dit, ah oui, mais il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Là, il faudra aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais en fait, c'est pas que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est que rien de ce qui n'a été observé ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça fait une grosse différence. Donc, on ne sait pas comment ça marche, c'est vrai, mais c'est en tout cas la découverte d'un lien qui s'exerce par-delà le temps et l'espace connus. Alors, effectivement, ce genre de phénomène d'intrication quantique, qui est quelque chose d'absolument prouvé, qui a même été prouvé en dehors des laboratoires, je veux dire, ce n'est pas du tout spéculatif, absolument pas. Ça pourrait effectivement expliquer d'autres phénomènes. Par exemple, considérons des jumeaux. Des jumeaux, ce sont deux êtres qui ont fait partie d'un même système complexe. Il y a énormément de cas où des jumeaux qui ont été séparés se retrouvent à vivre la même vie, à faire les mêmes choix, etc. Donc c'est vrai que si on regarde d'un point de vue de l'intrication quantique, on pourrait se dire, mais il y a peut-être quelque chose qui les unit. Ils ont peut-être un espèce de cloud. Vous connaissez le cloud. On partage des informations via un cloud. Et bien, là, ça serait un peu un cloud naturel, qui permet justement un passage d'informations, même si c'est fait de manière inconsciente. Ça pourrait aussi expliquer des phénomènes, par exemple dans les relations mère-enfant, il y a énormément de cas comme ça où la mère sent quand son enfant est en danger. Son enfant va avoir un accident ou vient d'en avoir un, et puis j'ai senti que mon enfant était en danger. Comment expliquer ça? On peut aussi l'expliquer avec l'intrication quantique. Ils ont aussi fait énormément de tests avec des couples fusionnels, parce que ça marche aussi avec des couples fusionnels. C'est-à-dire, ils ont enfermé des couples dans des pièces d'insensibilité, je ne sais plus quoi, qui ne laissent rien passer. Et en fait, on soumettait un des deux du couple à des images, soit des images sexuelles, soit des images violentes, et on branchait l'autre avec tout un tas de capteurs sur la tête, etc. Et en fait, on s'apercevait que le cerveau, l'esprit de l'autre personne réagissait en fonction de ce que visionnait son conjoint dans la pièce d'à côté. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui ont été expérimentées depuis un bon moment. Et donc du coup, voilà, on voit des identités qui sont en apparence séparées, qui se comportent comme si elles ne l'étaient pas, comme si elles baignaient dans un champ informationnel commun. Un champ de conscience collective, un cloud naturel, j'aime bien appeler ça comme ça, ce qui sous-entend quand même qu'entre le champ de conscience collective, qui regroupe toute notre civilisation, et un champ de conscience individuelle, d'autres champs peuvent être générés. L'intrication quantique, elle rationalise aussi des phénomènes, par exemple, de guérison, de vision, de communication à distance. Puisqu'il est visiblement possible de s'affranchir des contraintes d'espace. Donc pourquoi pas aussi observer ce genre de phénomène sous cet angle-là.
Mais ça rationalise aussi l'idée d'un vrai temps, hein, semblable à la description du Dreamtime, hors du temps ordinaire, un temps qui serait sensible à nos intentions, c'est-à-dire par le biais duquel on pourrait avoir une action sur notre futur. Alors, je vais boire un petit coup. Ça va, je ne vous ai pas perdu trop? Bon, c'est la dernière révolution scientifique dont je vais vous parler là, en neurosciences et en médecine. Donc, en neurosciences, effectivement, on a découvert la corrélation entre l'esprit et le corps. Hein, c'est démontré par la science. Hein. Par exemple, on sait que nos états d'être influencent l'expression de nos gènes. On connaît aussi maintenant très bien l'effet placebo et l'effet nocebo. Hein. Et en plus, aujourd'hui, il est quand même très très difficile de commercialiser un médicament sans lui avoir fait passer ce genre de test. Hein. Donc là, comment ils procèdent? Eh bien, bon, par exemple, je vais vous donner un exemple d'effet nocebo. Ils ont deux groupes, hein, deux groupes témoins. Donc il y a un groupe qui va prendre le médicament et l'autre qui va prendre une pilule sucrée. Évidemment, ils pensent tous les deux prendre le médicament. Le second groupe, celui qui a pris la pilule sucrée, on va lui dire les effets secondaires du médicament qu'il prend. Et il se trouve que ce groupe-là va développer les effets secondaires d'un médicament finalement qu'il n'a pas pris puisqu'il a pris une pilule sucrée. Donc ça, c'est l'effet nocebo. L'effet placebo, il y a énormément d'exemples. Si ça vous intéresse, vous n'aurez pas de mal à trouver des lectures là-dessus. Mais par exemple, quelque chose qui est extraordinaire, c'est les chirurgies placebo. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on les opère. Là, c'est pareil, on prend deux groupes témoins. Ce sont des gens qui effectivement ne peuvent pas marcher, donc qui ont besoin d'une opération. Et donc il y en a qu'on va vraiment opérer, hein, et il y en a d'autres, on va vraiment leur faire croire. C'est-à-dire, on les emmène au bloc, on les anesthésie, enfin, on les met vraiment dans une condition où ils sont sûrs qu'ils vont se faire opérer. Et bon, ils ne se font pas opérer, et le lendemain, ils marchent. Donc ça, ce ne sont pas des cas rares, hein, je vous le dis, hein, ce ne sont pas des cas rares, ce sont vraiment l'effet placebo, l'effet nocebo, la corrélation du corps et de l'esprit, c'est vraiment vu, revu et revu. Hein. Il suffit juste, forcément, c'est pas bien diffusé, mais si vous cherchez, vous n'aurez pas de mal à trouver. Donc c'est quand même difficile de concevoir comment la conscience pourrait être une propriété émergente de la matière, parce qu'aujourd'hui le dogme dit ça, hein. Quand on réalise à quel point l'esprit peut influencer le corps. Hein, ça serait quand même un comble que quelque chose qui a été créé par une chose puisse autant influencer ce qu'il a créé. Enfin, il y a quand même quelque chose qui n'est pas logique. Ensuite, en médecine, il y a eu effectivement une autre évolution, en France en particulier, puisque il y a la première thèse française qui a été acceptée, qui validant la reconnaissance des EMI. Donc une EMI, expérience de mort imminente, hein, ce sont des gens qui ont été en état de mort clinique et qui sont revenus. Donc la thèse a été faite par le docteur François Lallier en 2015, alors sous la direction du docteur Jean-Jacques Charbonny du CHU Toulouse. Ils ont d'ailleurs sorti un livre, hein, publié un livre à l'issue de cette thèse qui s'appelle les mystères des expériences de mort imminente, si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, les EMI ne sont absolument pas expliqués par la science. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement trois fonctions vitales, la fonction neurologique, circulatoire, donc le cœur, la fonction ventilatoire, donc l'appareil respiratoire. Quand une de ces fonctions est en détresse, ça entraîne la détresse de toutes les autres. Hein. Et on se retrouve avec des gens qui sont soit dans des comas profonds, soit dans ce qu'on appelle des états de mort clinique. Hein, ils ont un électroencéphalogramme plat. Hein. Ce genre de cerveau ne peut pas produire, hein, les images, les visions que ces gens rapportent. Hein. Surtout qu'ils rapportent des choses qui peuvent ensuite être corroborées par le personnel médical. C'est-à-dire qu'ils voient leur décorporation, ils se voient sortir de leur corps, mais ils assistent à leur opération, à leur réanimation. Ceux qui sont dans des comas profonds vont voir, hein, toutes les personnes qui vont venir les voir au fil des jours, ils pourront décrire comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Leur état ne permet pas ça.
Alors, il y en a plein des exemples, mais bon, je peux vous en raconter un. Donc c'est un homme qui est trouvé dans un coma profond en pleine nature, dehors. Et donc il est ramené à l'hôpital. Donc il a besoin effectivement d'une réanimation et il doit être intubé. Il a un dentier. Donc forcément, là, il y a une infirmière qui va lui enlever son dentier et puis qui va le ranger dans le tiroir du chariot pour qu'on puisse l'intuber. Donc il va être intubé, il va rester dans le coma pendant plusieurs semaines. Et puis finalement, un jour, il parvient à sortir du coma. Et il cherche son dentier partout. Où est mon dentier? Où est mon dentier? Donc personne ne trouve son dentier. Bon, on ne sait pas où il est son dentier. Et puis un jour, il est promené en déambulateur, enfin poussé par un médecin, et dans un couloir de l'hôpital, et ils vont croiser l'infirmière qui avait enlevé le dentier. Et là, il s'exclame, mais oui, mais c'est elle. Elle sait où il est mon dentier. Évidemment, l'infirmière devient livide parce que ce n'est pas possible. Il n'était pas dans un état pour avoir pu voir. Elle dit, mais si, je vous ai vu, j'étais à côté de vous, je vous ai vu, vous avez même mis le dentier dans le tiroir du chariot, là, comme ça. Bon. Voilà, ce type d'exemple est assez récurrent et il y en a énormément, vous verrez. Donc, une fois de plus, on a quand même du mal à concevoir que la conscience puisse être un produit du cerveau, quand des personnes en état de mort cérébrale et puis revenant à la vie témoignent de la conscience d'avoir vécu quelque chose pendant ce temps, en plus souvent d'une très grande cohérence, et vu des éléments de la réalité de tous, qui peuvent être corroborés ensuite par des témoins tels que le personnel médical. Donc tout ça, ça sous-entend que la vision n'est pas une propriété de l'organe de la vue, mais bien une propriété de la conscience. Et ça incline même à envisager une survie de la conscience, même seulement temporaire, peut-être, malgré la mort physique. Ce que des expériences de décorporation laissent aussi envisager. Alors là, on appelle ça des OBE, Out Body Experience. Alors là, on n'a pas besoin d'être mort pour ça. C'est ce qu'on appelle aussi dans la spiritualité les voyages astraux. C'est des gens qui témoignent sortir de leur corps et pouvoir effectivement aller se rendre à des endroits dans le temps présent de tous, etc., visionner des choses. Alors, si ça intéresse aussi les gens, il y a un très bon livre qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience et qui retrace les années d'expérience qui ont été menées par un institut, l'Institut Isnoé à Genève. Justement, leur but, c'était de faire rentrer les sorties de corps, donc les OBE, dans le protocole scientifique. Donc, ils ont fait appel à des gens, enfin, ils ont fait une espèce de recrutement, ils ont dit, bon, s'il y a des gens qui manifestent sur nos capacités de manière suffisamment efficace pour qu'on puisse le faire rentrer dans le protocole scientifique, etc., manifestez-vous. Et puis un jour, ils sont tombés effectivement sur un homme, Nicolas Fraisse, qui raconte avoir ce genre d'expérience depuis son enfance. Et donc ils ont travaillé avec lui pendant des années. Et donc ça consistait principalement, ils avaient une pièce dans laquelle ils avaient installé un ordinateur qui était couplé avec un dispositif de générateur de nombres aléatoires. Donc en fait, même les chercheurs ne savaient pas quelle image allait apparaître sur l'écran. Et donc ce qu'on demandait à Nicolas Fraisse, c'était de faire une sortie de corps, de se rendre dans cette pièce, d'aller observer l'image et de revenir et de pouvoir le dire. Donc, alors je ne sais plus combien d'expériences qu'ils ont fait, mais proportionnellement, sur par exemple une quarantaine de fois où ils l'ont fait, 9 fois il a dit être allé dans la pièce, et les 9 fois où il a dit être allé dans la pièce, il a donné la bonne réponse. Toutes les autres fois, il n'a pas donné de réponse en disant qu'il n'était pas allé dans la pièce. Pour la simple et bonne raison que même s'il était extrêmement motivé par participer à cette expérience, une fois qu'il sortait de son corps, c'est comme s'il avait d'autres préoccupations. Il était attiré par autre chose. Par exemple, il pouvait raconter, en fait, non, je ne suis pas allé dans la pièce, je suis allé à la fenêtre, j'ai vu, il y a un petit garçon qui a un vélo rouge et qui a un casque vert, il y a un monsieur sur un banc qui est habillé comme ça, il y a ci, il y a ça. Alors évidemment, tous les chercheurs, les médecins allaient à la fenêtre, et puis ils disaient, putain, mais c'est vrai. Mais on ne pouvait pas le retenir, on ne pouvait pas le considérer comme recevable parce que ça ne rentrait pas dans le cadre d'observation, dans le protocole scientifique. Et c'est là, finalement,
qu'on voit que le protocole scientifique et que la méthode matérialiste, elle est extrêmement contraignante et qu'elle n'est pas du tout adaptée à l'observation de la réalité invisible. Mais voilà, il y a quand même des gens qui s'efforcent de faire reconnaître tout ça, malgré que ce dogme ne cède pas. Alors là, je vous ai fait un petit résumé de tout ce que je viens de dire. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose, hein. À la rigueur, ça sera l'essentiel. Effectivement, le premier, c'est celui que je vous l'ai dit, hein. Il va falloir quand même lutter, hein, vers un futur qui n'est pas réjouissant et qui malgré tout, nous presse. La seconde, la méthode matérialiste, hein, je viens de le dire, qui n'est même pas adaptée, hein, pour en savoir plus, et qui donc n'est plus légitime. La malléabilité de notre réalité ordinaire, hein, on vit dans une version de la réalité, donc on peut peut-être s'autoriser d'autres versions, des versions en plus qu'on peut partager. Ça me fait penser à un ethnobotaniste qui travaille sur les sociétés traditionnelles en Amazonie et sur la relation justement de ces sociétés avec les plantes. Et donc il s'est trouvé à participer à des séances chamaniques dans lesquelles il buvait le breuvage, l'ayahuasca, ce breuvage de vision. Et puis, donc il rentre dans sa vision, etc. Et puis il se voit dans un vortex, en train de descendre dans un vortex, et puis il y a plein de figures géométriques tout autour de lui, bon, il ne voit pas plus que ça. Et puis à un moment donné, il voit un homme dans sa vision, donc dans ce vortex aussi, qui fait partie de la séance chamanique qu'il fait, mais qu'il ne connaît pas. Il sait qu'il en fait partie, mais il ne le connaît pas plus que ça. Le lendemain, effectivement, il y a un débriefing, on demande alors quelles a été vos visions, etc. Et puis, donc, Romuald Le Terrier commence à dire, moi, j'ai pas vu grand-chose, j'étais dans un vortex, il y avait des formes géométriques, et puis là, l'interrompt l'autre, qui lui dit, ah, mais oui, même que je t'ai vu, je suis passé devant toi. Et comment c'est possible? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont partagé la même réalité. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qu'il a vu ne pouvait pas être subjectif, ne pouvait pas être dans son intériorité. Hein. Ils ont réussi à co-créer une version de la réalité qui était suffisamment dense pour pouvoir être partagée. Voilà. Je vous laisse lire plus ou moins. Je vous laisse lire ça plus ou moins. Bon, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ces ensembles de découvertes, ces révolutions, elles n'autorisent plus à considérer des phénomènes non ordinaires comme irrationnels. Hein. Mais par contre, elles nous invitent à enrichir notre raison, à élargir ce qu'est la raison. Hein. Si on admet que notre réalité ordinaire, c'est de la conscience cristallisée, donc c'est-à-dire c'est le fruit de ce contact-là dont je vous ai parlé, ce que la physique envisage, ce que l'on retrouve dans les philosophies anciennes, etc., on peut tout à fait envisager que ce contact puisse se faire aussi à une échelle plus intime, hein, entre une conscience individuelle et la source immatérielle. Et du coup, ça provoquerait une co-création identique, mais qui serait seulement observée par un individu, hein, ou un groupe d'individus. Par exemple, en méditation de groupe, en télépathie collective, on peut se retrouver avec ce genre de co-création. Ça pourrait aussi expliquer les expériences mystiques, hein, la génération de visions, le passage d'informations par des moyens qui, de notre point de vue classique, ne sont pas ordinaires, hein, comme l'intuition, la clairvoyance, la vision à distance, etc. Voilà. Je peux passer ? Voilà, après avoir finalement créé ce pont entre la science et la spiritualité, après en avoir expliqué les enjeux, et puis qui nous invite justement fortement à nous libérer de nos conditionnements et de nos croyances, on empruntera ensemble ce pont la prochaine fois, et je vous présenterai toutes ces expériences, et puis on verra finalement que les dimensions d'existence supplémentaires et nécessaires qui ont été révélées par la science et les expériences mystiques sont plus raisonnablement de nature psychique que spatiale,
On pourra aussi observer que nous vivons dans ce qui ressemble à une vaste conscience, hein, qui enregistre tout, qui transmet et qui génère de l'information, que rien ne peut être compris isolément, qu'il est rationnellement envisageable d'obtenir des informations qui ne sont ni le produit d'un raisonnement mental ou d'une interprétation, ni seulement déduites de l'expression de nos 5 sens habituels, et qui peuvent relever de différentes temporalités, spatialités, et dont on peut manifester et cultiver une conscience efficace. On verra aussi qu'il y a vraisemblablement 2 causalités, hein, une qui fait fonctionner le monde et une autre qui le fait évoluer, et que nous devons expérimenter la seconde, hein, pour anticiper et influencer notre devenir. Et puis finalement que nous sommes la plus belle des technologies et que nous avons beaucoup à apprendre de nous-mêmes et à réaliser de nous-mêmes. Alors j'espère vous avoir donné envie d'être des chercheurs dans vos existences et de faire vos propres expériences de la réalité, parce que à la fois l'univers vous l'autorise, mais le vivant vous le réclame. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous laisser la parole. Vous avez peut-être un commentaire, quelque chose à rajouter, ou une question. En fait, Attends, on va passer le micro, non? non, je vais essayer de parler fort. Ça va? En fait, ton histoire de plantes tout à l'heure, ça m'a fait penser à un phénomène dont on parle de plus en plus, qui a été observé à partir des années 60. Et il s'agit de la politesse ou de la timidité des arbres. Le fait que les branches de certaines espèces, en fait, dans les forêts, ne se touchent pas, même s'il y a une tempête ou si vraiment ils ont observé une distance que les arbres gardent les uns par rapport aux autres. En fait. Mais ils ont forcément conscience effectivement de leurs congénères. Voilà. Et pour l'instant, on ne sait pas d'où ça vient, et je trouve ça assez magique aussi. Complètement. On a beaucoup à apprendre des plantes, et il faudrait commencer à les regarder peut-être déjà, et pas juste celles qui sont chez nous aussi. Non, il ne marche pas celui-là. Ah si, il marche. Autant pour moi. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, je vous laisse la parole. Hein. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Ce qui me questionne, c'est pourquoi est-ce que ces informations-là, qui sont quand même très pertinentes, on ne les diffuse pas plus? Pourquoi à chaque fois il faut que nous, on aille au-devant, tu vois, venir dans des conférences, aller chercher. Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est volontaire? Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour lutter contre ça? C'est ce que j'expliquais. Le problème, c'est qu'il y a une pression qui est exercée sur la recherche qui fait que de toute façon, tout ce genre de recherche n'est pas favorisé. Hein, parce qu'en fait, ça ne rapporte rien. En fait, le fait de savoir qui on est et dans quoi on vit, ça rapporte 0 €. Hein, et qu'aujourd'hui, malheureusement, la recherche, elle est financée par ces groupes-là. Hein, elle n'est plus indépendante. Donc elle est instrumentalisée. Donc du coup, c'est très difficile de faire ce genre de recherche, de faire ce genre de travail. Donc ça en dissuade plus d'un, surtout que s'ils se trouvent à faire ce genre de choses, quand ils sont en poste, comme je vous l'ai dit, ils se retrouvent avec des problèmes de discrédit, avec des exclusions, hein, parce que c'est vraiment en vigueur dans la communauté scientifique, donc ils sont bannis de ça. Et c'est très très compliqué. Très compliqué. Mais pourquoi? Parce que, effectivement, ça nous donne trop de pouvoir, hein, aussi. C'est quand même pas rien. On est quand même arrivé aujourd'hui à dire, on a quand même des gens qui arrivent et qui disent, bon, alors, vous avez découvert quoi aujourd'hui dans l'univers? Vous avez découvert ça? Ah, ok. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme machine avec pour les contenter? Et c'est aussi notre faute. Parce que nous, on prend. Nous, on nous donne, on prend. On nous donne, on prend. Mais est-ce qu'on a raison de prendre? À un moment donné, s'ils continuent à produire, c'est aussi parce que nous, on continue à en vouloir. Hein,
Donc c'est à nous à faire ce travail sur nous-mêmes, et je pense que c'est justement parce qu'il y a des chercheurs qui sont dans cette alliance-là de disciplines qui essaient de faire céder le dogme, hein, et que si en plus les gens eux-mêmes, individuellement, se mettent à prendre un peu plus de recul, je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Et effectivement, ces informations seront diffusées. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des filtres qui sont trop puissants. Ah ben là, maintenant, on est quasi tous. Hein. La médecine, la génétique, l'informatique, la physique, les mathématiques, oui, parce que les mathématiques, ils sont toujours à la base, ils sont toujours au service plus ou moins de la physique et de l'informatique. En tout cas, les sciences qu'on appelait les sciences fondamentales, elles sont toutes impactées. Hein. Et puis les sciences humaines, on les pousse de plus en plus par la porte de sortie, tranquillement. Quoi. J'ai entendu il y a encore quelques temps, il y avait des doctorants qui présentaient leur travail, etc. Alors sur la dizaine de doctorants qu'il y avait, il n'y en a qu'un qui appartenait aux sciences humaines. Déjà, vous voyez. Et puis, et le pauvre, en plus, il passe le premier. Donc il fait son truc. Et puis, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a quelqu'un qui s'est levé à la fin de son truc et il fait « Mais en quoi votre recherche est-elle scientifique ?» C'est très dur de lutter dans ce monde-là. Hein. C'est un monde écrasant. Et en plus, alors la science, parce qu'elle a été confrontée à tout ça, donc ça l'a bouleversée, c'était un traumatisme pour la science de découvrir la réalité invisible, etc. Mais du coup, les sciences humaines, le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est elles qui rechignent à faire des alliances. Parce qu'elles s'enferment, en fait, dans la complaisance de dire « Ouais, de toute façon, nous, on est des victimes, on a été rejetés. » Et donc, c'est vraiment dommage, parce que c'est aujourd'hui que la science tend la main aux sciences humaines, et là, les sciences humaines sont plus ou moins réfractaires, enfin, en tout cas, elles manquent de peps. En même temps, bon, elles ont été quand même bien malmenées. Voilà. Donc la prochaine fois, effectivement, voilà, je montrerai tous les comptes rendus, les exemples que nous avons fait avec les volontaires qui ont mené ces expériences, et je vous ferai faire une expérience de clairvoyance la prochaine fois, et une expérience de vision à distance la dernière fois. Voilà. En parlant de diffusion, il me semble qu'il y a une page Facebook qui a été créée pour qu'on puisse peut-être accéder, et ça va être fait là entre les deux séances, pour peut-être apporter aussi d'autres personnes qui n'ont peut-être pas pu venir ce soir, mais qui sont probablement intéressées. J'en connais quelques-unes. Oui, alors normalement j'ai filmé la conférence justement pour pouvoir... Enfin, je ne sais pas si ça a marché, on verra. Tu vas devoir la refaire. Pour pouvoir justement la mettre en ligne et permettre justement à ceux qui viendraient pour la deuxième ou la troisième fois de pouvoir bénéficier de ça. Parce que, en fait, le truc, c'est que je ne voulais pas simplement montrer les résultats des expériences, parler de ce qu'on avait fait, parce que je trouve que c'était trop gratuit, et finalement, les gens se seraient dit « Ah oui, mais bon, voilà, donc ça concerne ce genre de personnes. » Voilà. Sachez que toutes les personnes qui ont participé à ces expériences sont des débutants. Hein. Ce ne sont pas des gens qui ont manifesté depuis des années ou depuis leur enfance des capacités ou quoi que ce soit. Hein. Ce sont des débutants, c'est des gens comme vous et moi qui auraient pu du coup avoir les mêmes résultats. Donc je voulais faire ce travail de pallier à cette désinformation. J'espère l'avoir fait. Je sais que c'est pas évident parce que c'est des concepts, etc. Mais je pense que l'essentiel, vous l'avez compris, voilà, cette réalité invisible, elle existe bel et bien. Elle a bel et bien été démontrée. En plus, on en a besoin même pour faire fonctionner celle-là. Hein, et voilà, et elle n'a pas les mêmes lois, elle n'a pas les mêmes approches. Et finalement, tout ça, c'est de l'énergie. Donc maintenant, on peut aussi choisir de redistribuer l'énergie dans notre vie différemment, hein, que pour soutenir des systèmes intenables, hein, et des sociétés qui ne sont plus viables. Parce que ça ne va pas être viable longtemps. Est-ce qu'on pourra avoir une petite biblio ? Soit sur la page Facebook, soit la prochaine fois. Ouais, bien sûr.
Ah ouais, je pourrais donner une biographie sur les principales disciplines dont j'ai parlé, qui sont des livres accessibles. Je ferai ça. Je ferai ça et peut-être même Isis l'imprimera et puis on la distribuera. Je hoche la tête. Bon, je vais libérer tout le monde. Je pense que tout le monde est fatigué. Et, voilà, j'espère que vous réfléchirez à tout ça. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de faire ça, de pouvoir partager ça. C'était vraiment, vraiment cool. C'était ma toute première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière.